I won't understand. I mean, we come down here, we play for a minute, and he tells me I don't believe in God. You know exactly what I'm telling you. We've already heard that song 100 times, just like that, just like how you was singing it. Well, he didn't let us bring it home. Bring it home? All right, let's bring it home. If you was hit by a truck and you were lying out in that gutter dying and you had time to sing one song, one song people would remember before your dirt. One song that would let God know what you felt about your time here on earth. One song that would sum you up. You telling me that's the song you'd sing? That same Jimmy Davis tune we hear on the radio all day about your peace within and how it's real and how you're going to shout it? Or would you sing something different? Something real. Something you felt. Because I'm telling you right now, that's the kind of song people want to hear. That's the kind of song that truly saves people. It ain't got nothing to do with believing in God, Mr. Cash. It has to do with believing in yourself. Tony. Ouais. T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'en dingue. Je m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Who are you? That's a good question. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien entendu le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et bonjour à vous. Nous allons aujourd'hui évoquer deux de mes sujets préférés, à savoir Bob Dylan et Mel Gibson réunis dans une même émission. C'est merveilleux. Mel Gibson pour la sortie de son dernier film en tant que réalisateur, Vol à haut risque. Un événement dans le Landerneau cinématographique. Voilà, on évoquera ça bien évidemment. On ne pouvait pas passer à côté. C'était important. Et puis on va démarrer d'ailleurs là-dessus. Un bon moment, je pense quand même, sur la sortie d'un Parfait Inconnu, Complete Unknown, de James Mangold, film adapté de Dylan Electric, film d'Elijah Wold, livre d'Elijah Wold, donc vraiment sur l'arrivée de Bob Dylan à New York et puis ces 4 années pendant lesquelles il a pu enregistrer ses premiers disques, devenir célèbre et puis foutre en l'air tout ce qu'il avait mis en place. Voilà, un film de James Mangold dont on avait déjà parlé pas mal dans cette émission. C'est vrai que c'est un cinéaste qu'on continue de suivre, on va l'évoquer plus tard. Son dernier c'était Indiana Jones, mais avant ça il y avait eu Le Mans 66 par exemple, Logan ou Walk the Line, justement le biopic de Johnny Cash. On reviendra là-dessus. Tout de suite, moi, je suis prêt à démarrer sur ce film que j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui était annoncé depuis quelques années déjà. Et puis, dès qu'a été annoncé que Timothée Chalamet allait interpréter le rôle de Bob Dylan, j'ai eu des frissons partout en me disant « Mais comment je vais faire pour voir ce film en entier ?» J'ai jamais réussi à voir un film avec Timothée Chalamet en entier. Il a été bloqué par le Covid. Enfin, il y a eu des ennuis comme ça.
Ce qui me rassurait un petit peu, c'est de savoir que Bob Dylan avait un œil en fait sur l'écriture du film, qu'il validait, qu'il inventait, qu'il proposait des idées beaucoup avec James Mangold. Et justement, pendant le Covid, pendant que la production était en attente, Mangold, lui, il a passé du temps à parler avec Dylan et puis à échanger avec lui sur différents sujets. Je pourrais revenir là-dessus si vous le souhaitez. Je sais. On n'est pas en direct, tu sais, ils vont pas nous. On n'est pas sur Twitch, ils vont pas te balancer des messages. On n'a pas encore lancé le truc comme ça. Non, on n'a pas encore. Bon, je sais de sources sûres que des ennemis à nous, que je ne citerai pas, et qui sont comme moi dylanophiles, à savoir des férus vraiment et des acharnés qui vont défendre coûte que coûte tout ce que fait ce génie, le plus grand génie du XXe siècle, le plus grand poète, le plus grand musicien. Avec Mel Gibson justement. Ouais. Alors, franchement, là, tu me mets dans un dilemme terrible. J'ai envie de dire que si je devais choisir, c'est un peu choisir entre papa et maman, et ben je choisis papa, parce que j'attends avec impatience qu'ils fassent un truc ensemble, c'est vrai. Mais voilà, je sais que des dylanophiles que l'on connaît et qu'on ne citera pas parce qu'on ne veut pas leur faire de pub ont détesté ce film, ou en tout cas détesté la représentation qui était faite de Bob Dylan dans ce film. Et je la comprends tout à fait. Ce qui m'amène à faire un premier point sur Un parfait inconnu, c'est que c'est une fiction et que j'invite tout le monde à lire le livre Dylan Electric, duquel il est adapté, qui est un livre d'histoire de la musique presque, vraiment sur cette époque un peu particulière du début des années 60. Donc pré-hippie en fait, c'est-à-dire que c'est une époque assez particulière qui est beatnik quoi. C'est justement c'est entre les deux, c'est entre les beatniks et les hippies et ce moment où les États-Unis comme le reste du monde sont dans une phase de on est un peu la variété est reine à tous les niveaux grosso modo en fait, que ça soit dans le cinéma, on avait évoqué nous le cinéma de cette époque justement qui était dans un entre-deux classique et en même temps il y a l'influence de l'Europe, des choses comme ça et en fait dans tous les domaines il semble que ce début des années 60 qui va annoncer justement mai 68, la révolution, Woodstock, n'importe quoi, elle est dans un entre-deux parce qu'il y a encore des grosses maisons de production, des gros producteurs, une distribution de la culture en fait qui cherche malgré tout en fait à faire ce qu'elle a toujours essayé de faire et ce qu'elle continue de faire, à savoir vendre, gagner de l'argent, avoir du succès, n'importe quoi. Et donc on essaye de trouver le pouls en fait du public. Qu'est-ce qu'ils attendent le public? La folk à un moment, mais c'est une niche peut-être, mais elle devient populaire justement parce que la variété elle s'empare de tout ce qui peut fonctionner un petit peu. La folk fonctionne. Donc il y a des groupes qui sont créés, des boys bands quasiment déjà en fait à l'époque. C'est pas nouveau. Mais il n'y a pas que la folk, le rock ou d'autres choses ont aussi leur. Il y a déjà des petites niches comme ça, mais beaucoup moins importantes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elles englobent un truc assez important. Et Dylan débarque là-dedans. Justement, c'est ce qui est montré dans le film et c'est très bien. C'est pas du tout le sujet que je voulais aborder pour démarrer, mais bon, pour poser un peu le truc, c'est ça. Donc lui, il débarque là-dedans. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce film est une fiction. C'est ça que je voulais dire au départ surtout. Et donc que les gens qui connaissent justement toute cette histoire que je commence à vous raconter, et si ça vous intéresse, je vous invite plutôt à lire le bouquin en fait, parce que si tu veux te documenter, tu vas pas voir un film, tu vas lire plutôt, tu vas te renseigner. Il y a plein d'ouvrages qui ont été écrits sur cette période charnière, très charnière en fait, notamment sur la musique. On va voir une fiction. Et ce que les gens, et je pense ces gens qui n'aiment pas du tout en fait ce film et qui de grands défenseurs de Dylan, qui grognent et tout machin, c'est parce qu'ils oublient sans doute que c'est une fiction. Une fiction en plus coécrite par Dylan. Et Dylan, il a passé son temps et sa vie à réécrire sa vie. Et c'est explicité tout au long du film en fait. Le film passe son temps à nous rappeler qu'on est face à une fiction. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien, moi, de me retrouver dans cette salle de cinéma, même si j'avais payé 16 balles au pâté. Bon bref, et qu'on me rappelle, voilà, t'es en train de voir une fiction,
mais pas de me faire ressortir de cette fiction. C'est juste de me rappeler, voilà, t'es pas face à un documentaire en tout cas. On te raconte une histoire. Et cette histoire, même si elle est basée sur des faits réels, en fait, ces faits sont tous mélangés, sont pour représenter quelque chose en fait. On va essayer de te raconter quelque chose, mais tu n'es pas en train de voir la réalité. Et on n'est pas en train de te faire un documentaire. Si ça t'intéresse, va lire le bouquin. Ça, je l'ai accepté très vite et j'ai trouvé que Mangold, il était très doué pour me faire accepter ça. Et c'était pas gagné quand même, parce que me foutre Timothée Chalamet devant la gueule, qui imite Bob Dylan, c'était pas gagné quand même de me faire accepter le fait qu'en effet, on est en train de regarder une fiction et qu'il faut que j'accepte ça, quoi. Et il me recrée le village des années 60 et Johnny Cash qui en fait des caisses et John Baez qui chante pas avec son trémolo et c'était bien. Enfin voilà, plein de choses comme ça et j'étais ravi. Soit c'est une fiction, mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça raconte? Et ça, du coup, et ça m'a... qu'est-ce qu'il raconte si c'est une fiction et qu'on ne cherche pas à nous montrer clairement ce qui s'est passé? Et bien là, il devient intéressant, Mangold. Justement, il m'a ramené à qu'est-ce que je raconte? Et ben, je raconte justement cette vieille garde, ces gardiens du temple, en fait, de la folk, qui découvre ravi en fait un jeune de 20 ballets qui est capable de rendre populaire en fait un objet qui pour eux est obscur et qui n'attire qu'une petite partie d'un petit public en fait et qui va rendre ça populaire. Et puis d'un autre côté en fait justement un monde contemporain qui lui va s'extasier devant une musique qu'il ne connaissait pas, qui est nouvelle pour lui et qui en demande plus. La confrontation entre les deux, et au milieu, un personnage mystérieux et dont on n'arrivera jamais à percer le mystère, justement, qui s'invente une vie, qui s'invente autre chose et qui ne pense, lui, non pas justement à un message qui va transposer à une école à laquelle il devrait appartenir, à quelqu'un à qui il devrait plaire, en fait, et qui ne pense qu'à faire quelque chose qui lui tient à cœur, en fait, et qui sort de d'on ne sait où, d'ailleurs, une espèce de génie génial, parce que c'est vraiment ça auquel on a affaire, et ça, c'est bien montré dans le film, c'est-à-dire que d'un coup, il y a un mystère de la création. Personne n'est capable d'expliquer, même si on va nous montrer des moments, évidemment, de création, mais qui restent extrêmement obscurs, parce que personne n'est capable d'expliquer comment tu es capable, même si tu as des petits bouts de feuilles devant toi, d'essayer d'accumuler tout ça, d'arranger tout ça, et de le mettre avec une mélodie folle, et puis une voix exceptionnelle. Comment est-ce que tu es capable... Mais quelqu'un qui souhaite uniquement tracer sa propre voie et qui ne veut appartenir à personne. Et qui se retrouve confronté, pris en tenaille entre deux mondes qui vont s'affronter, en fait. Et le film va évoquer ça. C'était le propos du bouquin aussi, en fait. Comment deux mondes vont s'affronter avec au milieu une figure céleste qui elle, ne cherche qu'à finalement s'envoler, en fait. Et Mangold, il a réussi à capter ça. Alors, je comprends encore une fois, parce que du coup, pour... montrer tout ça, il va falloir évidemment faire une écriture cinématographique. Il va falloir bouleverser un petit peu l'ordre des choses, les événements, les personnages. On va modifier énormément de choses en fait. Et ça avec, a priori, l'aval de Dylan en plus, hein, qui lui évidemment passe son temps à réécrire son histoire, à inventer son histoire. C'est dit par le personnage dès le début du film. Mais c'est quelque chose que Dylan a fait depuis toujours. Quand les journalistes lui demandaient en 61 d'où il venait, il expliquait qu'il venait, comme dit dans le film d'ailleurs, d'un cirque, grosso modo. Plus tard, qui étaient ses parents? J'avais pas de parents, tout ça machin. C'est des conneries. Mais qui veut s'intéresser à Bob Dylan peut trouver les informations. Il a écrit un premier tome de son autobiographie, Les Chroniques. J'invite tout le monde à lire ça, c'est exceptionnel d'ailleurs. Il revient là-dessus en fait, il explique tout ça, il explique pourquoi il l'a fait aussi et son rejet en fait de la célébrité. Lui, ce qu'il cherchait à faire, c'était de la musique, des chansons, de pouvoir en vivre et d'avoir à bouffer. C'est dit aussi d'ailleurs dans le film, texto d'ailleurs.
même si aujourd'hui il a 500 millions de dollars sur son compte, mais il continue à jouer dans les plus petites salles du monde. Enfin, j'annonce quand même, Dylan, il a annoncé là, il y a une semaine, qu'il faisait une nouvelle tournée aux États-Unis cette année. Et son but, c'est de faire tous les petits bleds des États-Unis, comme dans les années 70 en fait, c'est-à-dire des bleds de 40 000 habitants, qui sont pas à Houston, à Boston ou des villes comme ça. Non, il va faire un petit bled, il a aucun besoin de faire ça. Il fait des concerts tous les soirs d'1h30 non-stop, c'est un type qui est quand même assez réglo, même s'il fait des pubs pour Apple. Mais l'idée, c'est et c'est le personnage qui reste de pouvoir tracer sa route. Là où je voulais en venir, c'est que voilà, Mangold, je pense, a trouvé justement la bonne façon de montrer les choses, à savoir en effet le mystère de la création, en essayant de donner des petits indices comme ça, pouf pouf. Comment est-ce que je bosse ? On le voit écrire, on le voit bosser, même si on sait, moi je sais en tout cas, que c'est pas, on montre pas tout, évidemment. On le voit pas lire comme un taré, on le voit pas écouter des disques en boucle, on le voit pas travailler. Il y a une frustration pour un fan comme moi de laisser uniquement du mystère sur tout ça, étant donné l'importance que ça peut avoir justement sur les conflits dans le récit. Donc il y a des flous, il y a des manques dans ce récit. Et ça évite pas énormément d'écueils, mais je pense que les écueils dans lesquels il tombe, notamment la caricature d'un grand nombre de personnages, on va y revenir, je te laisserai, je pense, évoquer ça, joue sur le fait, encore une fois, qu'on est dans la fiction et qu'on est en train de recréer quelque chose et qu'il est en train de recréer une histoire. Mais de mélanger tout ça, de faire n'importe quoi avec des événements, de mélanger plusieurs concerts, quand on le traite de Judas, n'importe quoi, c'est pas vain, c'est juste qu'on est, encore une fois, dans le cinéma, il s'agit de symboliser quelque chose, ou en tout cas de représenter quelque chose. Le propos est le même, la vérité n'est pas là, mais ce que ça raconte est vrai, en fait. Ce sur quoi je voulais finir, des 2 derniers points, et après je te laisse la parole, Antonin, tu me diras ce que tu as pensé du film. Il y a 2 dernières choses qui m'intéressent beaucoup. C'est que j'ai l'impression que Mangold, on évoquera peut-être Walk the Line, justement, avec vraiment c'est une caricature du biopic un petit peu. Là, il le dépasse beaucoup parce que ça m'a plus, moi, fait penser à un personnage, en fait, à la Laurence d'Arabie, en fait. Je pense qu'avec Dylan, dans cette dimension-là et dans ce que ça racontait, et ce mystère du personnage et ce que ça pouvait évoquer, en fait, j'ai plus pensé au mystère Laurence d'Arabie, et on est loin évidemment de la mise en scène de David Lean, du lyrisme de David Lean, mais je pense qu'il y a plus de ça que du biopic classique, en fait. Et ça m'a plu, et j'ai envie de revoir le film rien que pour ça, en fait. Et la dernière chose, je vais m'en rappeler juste après que tu aies parlé. Je sais que j'ai un truc que j'ai oublié de dire. Bah écoute, je pense que ça va te revenir. Mais après, il y a plein de choses dans ce que tu as dit. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Moi, toujours en tout cas que en préambule, je dis moi je suis pas non plus, je suis pas complètement ni fanatique de Dylan, ni complètement connaisseur. Mais par contre, oui, du biopic, ça, j'en vois un maximum parce que c'est vraiment un des genres de prédilection du cinéma américain, mais pas que, parce qu'en France, on est aussi assez friand du truc. On se rappelle très bien du meilleur biopic de l'Abbé Pierre, fantastique, sorti l'année dernière. Mais celui avec Edith Piaf. Et c'est vrai qu'en tout cas, c'est le genre qui est, je pense, le pire genre de l'histoire du cinéma. Enfin, c'est vraiment le genre. J'ai de résumer la vie d'une personne en 2 heures. Oui, c'est pas possible. En fait, c'est déjà par scénette, et puis en fait, c'est un vrai enjeu, en fait, de cinéma, dans le sens où c'est la question, elle a été réglée dès Citizen Kane là-dessus. C'est-à-dire se dire, Citizen Kane était une sorte de faux biopic de William Randolph Hearst, et se finissait sur cette question, un portrait kaléidoscopique qui essayait de cerner un personnage, et puis qui se terminait sur un mystère, parce que, oui, effectivement, ça actait, c'était une grande date du cinéma moderne pour ça, c'est-à-dire, on ne peut pas résumer une personne. On n'est pris que dans un kaléidoscope de subjectivité, et au final, le mystère de la personne va demeurer, et c'est un des grands acquis du cinéma moderne, de dire,
non, un film, toute représentation ne peut pas résoudre une personnalité humaine préexistante, ce n'est pas possible. Et le biopic a tendance quand même, de toute façon, en tant que genre, vraiment à réduire une personne qui existe, qui a existé réellement, à des motifs psychologiques, à des motifs, et à transformer des motifs psychologiques en motifs dramaturgiques, et à vraiment vouloir résumer les personnes. Et dans le cas en plus d'artistes, ça se complique encore plus parce que voilà, on est dans le motif psychologique va nourrir vraiment le motif, les raisons même du génie de la personne. Attends, je me permets, comment est-ce que tu expliques, et je me fais l'avocat du diable, qu'on n'accepte pas ça pour une personne ayant vraiment existé, mais qu'on peut aisément le faire en fait pour un personnage fictif? C'est là où moi je suis pas vraiment spécialement d'accord avec toi, dans le sens où tu dis que le film est une fiction, il faut le prendre comme tel, parce que pour moi le film ne fonctionne que sur le hors-champ d'une personne qui existe, et qui, même pour une personne qui ne connaît pas trop Dylan, le film, le biopic de toute façon a pour hors-champ une personne qui lui est qui existe en dehors du film, et le film malgré tout est là pour le documenter, cette persona-là. Alors je sais pas si je suis clair dans ce que je dis, mais moi je vois que dans mon réflexe, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que le film, moi, quand on voit un biopic d'une personne connue, on vient déjà avec pas des a priori, mais en tout cas une connaissance de la personne. Je pense qu'on et essaie on surtout remplit les hors-champs en tant que spectateur. Moi je pense que de toute façon, moi dans mon rapport de spectateur que je peux avoir à ça, j'ai l'impression qu'une bonne part de l'émotion que j'ai devant le film, que j'aime beaucoup par ailleurs, enfin en tout cas qui marche beaucoup sur moi en termes spectaculaires, c'est genre je dis ouais, c'est complètement dingue, et ce truc de complètement dingue, ça vient aussi de genre ouais, c'est vraiment une histoire fantastique, comment ce mec est génial, et c'est pas plus autant le personnage que je vois représenté plutôt que ce qui s'est passé réellement dans la vie. Parce que tu te dis ça s'est vraiment passé. Je pense que moi dans mon réflexe de spectateur, j'ai ce truc là, et je pense que le biopic fonctionne un peu là-dessus. Et si tu vois un film exceptionnel et qu'à la fin on te dit c'était une histoire vraie, les Cohen ont résolu le truc là. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça. Je pense que de toute façon, il y a une sorte d'absolue vanité. Et c'est le grand truc du cinéma moderne. Tu dis non, c'est pas possible. Il faut garder une part d'opacité. Ceci dit, là où je te rejoins, c'est que de toute façon, là où Mangold, qui est qui a fait un des biopics triple A, on va dire, de ces dernières années, en tout cas un de ceux, me semble-t-il, mais ça j'ai pas trop réétudié la question, mais a vraiment relancé cette mode du biopic, Walk the Line, c'était vraiment un très gros succès, et depuis Walk the Line on en a eu des caisses et des caisses, quoi. Et c'est vrai que moi c'est un film que j'avais pas du tout aimé, on en parlait un petit peu un des derniers films qui a été vraiment parodié aussi, et c'est ça, après on reviendra là-dessus, mais c'est vrai que moi Walk the Line j'avais pas du tout aimé pour les raisons que j'ai un peu développées, en disant oh là là, le conflit psychologique de Johnny Cash et tout ça, qui sont les raisons de son génie et tout ça, tu te dis putain, la personnage, il y avait Ray Charles après, et tous étaient sur la même construction. En fait, et puis d'un coup, t'as l'impression, tu sors de Walk the Line, tu te dis putain ouais, Johnny Cash, ouais, il était comme ça parce que voilà, il a eu son papa était pas gentil et compagnie. T'as l'impression que le personnage était entièrement cerné, et ça c'est un vrai problème pour moi. J'ai un vrai problème fondamental là-dessus. Je me dis non, tu peux pas cerner uniquement un personnage, et un parfait inconnu est complètement différent de Walk the Line, dans le sens où justement il va comme un western, c'est-à-dire qu'il débarque dans la ville et puis paf. Et puis c'est surtout qu'en fait il acte d'une opacité du personnage complètement. C'est que ce n'est, à la limite, c'est évidemment le personnage principal de Un parfait inconnu, c'est Bob Dylan, mais c'est un personnage qui dans le système du film ne se définit que par le regard qu'on porte sur lui. Il conçoit plus le film comme un film de Robert Altman. L'opacité de Bob Dylan, elle est totale. On ne sait pas d'où il vient, tu l'as dit, on ne sait pas ce qu'il pense complètement. Par contre, on a accès à Bob Dylan uniquement, évidemment, par le regard de la caméra de Mangold, mais surtout par le regard de tous les personnages qu'il regarde. C'est-à-dire que Woody Guthrie, la première fois qu'il écoute sa chanson, c'est le regard, puis le regard parce qu'il n'y a pas de parole qui vient, part de Seeger qui le regarde et qui est ébahi et dont on devine une simili-jalousie, de John Baez, un machin.
Non, mais ce que je veux dire, non, mais une jalousie tout à fait sereine. Tu as tout à fait raison. Mais voilà. C'est constamment Mais des c'est regards que et des des gens regards. qui essayent. Alors, Et qui en plus essayent de le déchiffrer, C'est qui ça. n'y arrivent pas. de rentrer dans son monde et de partager un moment avec lui. Et en Il général, s'échappe. Il s'échappe constamment, en fait. Et Il c'est passe son vraiment temps ça. à faire ça, Ouais. à essayer de leur dire non, laissez-moi tranquille. Et donc en fait. c'est un film sur le genre du biopic qui est passionnant parce que évidemment hein, sur Bob Dylan, on en avait parlé, qu'on avait consacré une émission au sujet de Bob Dylan. C'est même Todd Haynes avait fait un film là-dessus, et puis il avait acté ce fait de l'indécidabilité de l'identité propre de Bob Dylan en justement actant de façon très cinéma d'installation contemporaine, de le faire interpréter par 6 acteurs différents, dont Cate Blanchett, en se disant de toute façon il est incernable. Donc voilà, on va incarner ça Oui, mais en effet, cinématographiquement. du coup, là, il y a une autre façon de voir. C'est les vrai choses. qu'il a, et bon, James Mangold, sur lequel on peut avoir des reproches, qui est peut-être pas le meilleur cinéaste du monde, mais en tout cas, c'est clair et net que en prenant un sujet comme Bob Dylan, il a acté ça, et qu'on voit que la façon dont il a de le mettre en scène, c'est vraiment uniquement ça. Et le film n'est que des successions tout son découpage n'est dicté que par des regards, en fait, que par des regards que Bob Dylan peut porter sur John Baez, sur Johnny Cash, mais surtout les regards qui sont portés par ses différentes amantes, de John Baez et puis l'autre femme dont j'ai oublié le nom. Suzy. Et Bah, Suzy, du coup, dans qui le film, c'est regarde, Sylvie, mais et ouais. qui donc, voilà, ce qui est très étonnant et très paradoxal, c'est qu'à la fois ça crée une sorte d'opacité de personnage, c'est-à-dire qu'on sent que le truc un peu digne éthiquement, j'allais dire, c'est que ça préserve un petit peu l'opacité et l'indécidabilité du personnage, mais qu'au final, ce dispositif-là crée une sorte de figure héroïque absolument phénoménale. C'est-à-dire C'est que pour ça que j'évoquais Laurence d'Arabie, en fait. et Pour mais je moi, pense ça- que Laurence d'Arabie, c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, il y a ce truc-là. Et on a aussi affaire à un personnage qui s'invente. Laurence d'Arabie, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui a voulu se créer un personnage. Tout comme Bob Dylan, on peut deviner qu'il n'est pas satisfait. Quand il a incarné un rôle parfaitement, il n'est pas satisfait que tout le monde ait identifié le rôle. Il a envie d'en prendre un autre. Donc il y a vraiment une dimension un peu méta là-dedans qui est pris en charge par le film, voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc. Là où je voudrais insister, c'est vraiment ce truc un peu paradoxal de se dire vraiment vouloir lui conserver une sorte d'opacité d'être humain, genre on ne va pas résoudre l'énigme, mais en assortissant un peu sa mise en scène que juste dans le regard un petit peu enamouré ou admiratif de tout le monde, en fait on crée une sorte d'icône mais totale, de figure héroïque absolument géniale, parce que tu dis qu'on filme le travail et tout ça, non je pense pas, tu vois, enfin il va écrire de temps en temps, il va le voir travailler, mais et bien heureusement, il n'y a pas ce moment où voilà, il trouve l'accord parfait. D'un coup, il va trouver le refrain, il va trouver qui sont un peu des trucs un peu chiants dans plein de biopics où tu dis bon, ça il y a arrive un petit peu, hein, mais de toute ça façon, peut arriver. c'est-à-dire que a priori, ça arrivait vraiment comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une période, justement dans ces 4 années, où il pouvait écrire entre 3 et 5 chansons par nuit, et qui sont sur ses disques en fait, et qui sont aujourd'hui des tubes. C'est-à-dire que c'était une machine, c'était une vraie machine. Oui, C'est-à-dire qu'il il a un cerveau particulier, Dylan. Oui, non, mais Clairement, c'est peut-être. une Mais après, éponge tu vois et donc ouais. voilà, il montre ça. Enfin, moi, je le Non, mais tu vois les choses. C'est vrai que moi, il y a une scène que. Mais en plus, moi, j'aime beaucoup le film. Enfin, en tout cas, j'ai adoré le regarder. J'ai pris un plaisir fou. Je le revois un peu de temps en temps, bossant dans un cinéma, et je revois des scènes. Je lui dis, c'est super. C'est fort, c'est hyper accueillant. Moi, je suis hyper bien dans ce film-là. Mais je peux pas m'empêcher de me dire, ah putain, c'est vraiment un peu grotesque. Et c'est-à-dire que en fait, je pense beaucoup, et c'est vrai qu'il faut le dire parce que le film est un peu quitte un peu les mémoires, mais il y a eu ce film génial qui est sorti dans la foulée de Walk the Line, qui est Walk Hard, The Dewey Cox Story de Jack Kasdan, qui est avec John C. Reilly, ou qui est une parodie de Walk the Line en particulier, mais surtout du genre biopic en particulier, et qui met en exergue de façon parodique tous les tropes du biopic, et que qui sont énormes, quoi, et qui au final, voilà,
sont tous les trucs que j'ai un peu dit. Je pense qu'il l'a vu, Mangold. Et qu'il l'a vu sûrement, parce que de toute façon, voilà, je sais qu'il a fait incarner le type qui le présente sur scène dans la première présentation publique par quelqu'un du SNL qui est un spécialiste qui limite très bien Dylan et tout ça. Et je pense qu'il est très, très malin. Enfin, en tout cas, il a engagé ce type-là. Et que Dylan a accepté ça mais aussi. Mais en tout cas, en parenthèse, regardez Walk Hard, c'est un film qui disparaît un petit peu des radars, mais c'est extraordinaire, quoi. Là-dessus, ça met vraiment, et surtout avec tous les biopics qu'on s'est tapés depuis, c'est à croire que voilà, ils n'ont pas vu Walk Hard, qui est vraiment le truc. Et moi, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce truc-là. Ceci dit, voilà, j'ai revu un peu Walk the Line que j'avais pas aimé à l'époque, mais en le revoyant, tu dis putain, c'est quand même le haut du panier par rapport à tous ceux qu'on s'est tapé derrière, et c'est vraiment, il y a une patte Mangold qui fait que les films sont hyper agréable à habiter. Il faut dire que Mangold s'intéresse beaucoup aux héros, aux crises d'identité en fait, et aux héros solitaires. Et c'est vrai que moi j'ai repensé beaucoup à Logan, que j'avais revu. J'avais beaucoup aimé Logan, alors qu'évidemment j'avais une espèce de rejet de tout ce qui était Marvel depuis 10 ans. Logan apparaît à part et... Enfin, je vois très bien le rapport et ce qui peut intéresser Mangold, tu vois, entre Logan et Bob Dylan. Il y a un truc. Logan, par exemple, c'est le seul film vraiment où on te montre ce super-héros Wolverine, mais seul, isolé. Et en effet, tu parlais du regard, les gens qui regardent, et il y a constamment ça, en effet, chez Mangold. C'est-à-dire qu'on a un héros et puis quelqu'un à côté qui va le regarder. Mais c'est pas que ça, il y a aussi la crise d'identité et se demander voilà, où est sa place, grosso modo, et puis essayer de garder sa place, en fait. Disons qu'il y a un truc chez lui... Une espèce de pas d'honnêteté, mais d'honnêteté avec soi-même, en fait, uniquement. En fait. Mais Mangold a quelque chose d'assez particulier. Moi, je sais que je suis assez fanat de Le Mans 66, qui nous est pensé, moi, à Michael Mann, hein, justement, où on retrouvait ce truc-là du professionnel et puis de la personne qui veut s'affirmer et puis garder son projet. Et en tout cas, je pense aussi qu'il y a un truc que moi j'interprète comme ça, et peut-être que je me trompe, et c'est là où toute la question, c'est que Mangold, ce qui est sûr, c'est que c'est un des derniers grands artisan hollywoodien. Enfin, on peut que le voir comme ça. C'est quand même quelqu'un qui a une sorte de grammaire, de conscience de la grammaire cinématographique qui est héritée de l'histoire du cinéma hollywoodien, et qui n'est jamais dans une grammaire cinématographique moderne d'un point de vue décorrélé du point de vue du regard humain. Enfin, du point de vue de la caméra, n'est jamais décorrélé du point de vue du regard humain, quoi. Contrairement à la grammaire cinématographique du cinéma numérique qui peut faire des envolées, des points de vue impossibles ou je sais pas quoi. Lui, il a une sorte de grammaire qui est vraiment néoclassique, on va dire, et t'as l'impression, je sais que Le Mans 66, il y avait quelque chose qui était assez fascinant de façon méta là-dedans, parce qu'il y avait vraiment ce goût du travail bien fait contre une sorte de grosse machine qui voulait t'empêcher d'avoir le truc, et une sorte de figure. Et il y a une sorte c'est un moment, je me disais, c'est un faiseur intéressant. Est-ce que c'est un auteur ? Effectivement, en tout cas, on peut se rendre compte qu'il y a une constante. Maintenant, ça saute un petit peu aux yeux sur la figure héroïque. Et il y a aussi la figure héroïque. Au final, et bon, j'ai pas encore assez travaillé ce sujet parce que j'ai pas revu les films, mais tu dis c'est assez fou à quel point de se dire voilà, il a quand même travaillé le personnage de Logan, il a travaillé le personnage d'Indiana Jones, pas avec beaucoup de succès soit, il a travaillé le personnage de Le Mans 66, le personnage de Christian Bale, et aussi une figure héroïque relativement pas très connue du grand public et tout ça, mais qui n'existe aussi que dans le regard en fait un peu enamouré de Matt Damon, on va dire, qui le regarde et qui le considère comme un génie, mais cette part de génie un petit peu autodestructeur et tout ça qu'il peut avoir, elle reste un petit peu une zone de mystère, un petit peu, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a cette façon, en tout cas, finalement, c'est là où il y a le néo de classique rentre en compte, c'est que c'est quand même quelqu'un qui ne joue que beaucoup sur des personnages
ou un imaginaire chez le spectateur préétabli. C'est pas quelqu'un qui crée des personnages de but en blanc. Il a peut-être aussi besoin d'avoir une figure déjà préexistante pour pouvoir faire fonctionner ces films. Parce qu'on n'a pas évoqué, donc là le film confronte Pete Seeger, enfin confronte plusieurs personnages, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui se confrontent à Bob Dylan. Le principal, c'est Pete Seeger, interprété par Edward Norton. Et Impeccable. il est super, enfin franchement, c'est super. Je ne sais pas si j'aurai le temps de revenir sur tout ce que j'ai reproché à Timothée Chalamet. J'irai jamais par exemple écouter la BO du film parce que c'est chanté par Timothée Chalamet, ça n'a strictement aucun intérêt, mais par contre Pete Seeger interprété par Edward Norton, il est super. Et en effet, donc c'est ce que je disais au début de l'émission, c'est que son projet, clairement, et c'est représenté par ces personnages-là, mais comme c'était le cas pour, je pense, Le Mans 66, c'est-à-dire qu'on a Pete Seeger qui n'est pas un mauvais bougre, au contraire, il est génial, et le bouquin aussi revient beaucoup là-dessus. Hein. Pete Seeger, comme Lomax, en fait, qui est représenté comme un taré dans le film, mais c'est pas du tout le cas dans le bouquin, en fait, sont des gens qui, en fait, pendant des années, ont lutté, en fait, pour préserver en fait une histoire et faire entendre aux gens en fait des musiques qui étaient un peu oubliées, de blues, de folk, de machin. Et en effet, Bob Dylan a été l'un des grands transmetteurs de ces musiques-là. C'est pas le seul, il y en a plein, mais le festival de Newport qui a été créé par une communauté de gens, dont Pete Seeger, a été très important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a plein de musiques. Il est arrivé comme un prophète en fait. Voilà. Hein, mais voilà. Avant ça, en effet, Pete Seeger et toute une communauté de gens ont vraiment œuvré. Et c'est voilà, pour ça que le film et le bouquin sont importants, hein, pour rappeler ça. C'est qu'ils ont vraiment œuvré pour préserver en fait cette musique-là, cette culture-là, qui a donné naissance en fait à la musique contemporaine. Enfin, c'est ça qui est dingue en fait. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en effet, il y a eu Dylan et plein d'autres gens. Mais en fait, avant ça, heureusement qu'il y avait des gens qui enregistraient comme Lomax, justement, qui a fait des grandes compilations. Et sans ces enregistrements de Lomax, Dylan, il n'aurait jamais fait de musique quasiment. Mais ça, c'est drôle. Le personnage, et les confrontations, du coup, entre les deux sont super importantes. Et moi après, je te laisserai la parole et ça va être terrible de finir cette émission, mais quand je vois en fait ces confrontations entre gardiens de la chapelle, qui sont aussi des préservateurs, qui sont importants, hein, et puis justement cette nouvelle génération que représente Dylan dans le film par exemple, mais qui peut apparaître aussi dans Le Mans 66, un truc qu'évoque Mangold déjà là-dedans. Voilà, il y a ces vieux gens qui sont soit des antiquaires, soit des préservateurs vraiment, qui tiennent à garder des traces de la tradition, grosso modo, du savoir-faire, de plein d'autres choses. Ça dépend des objets. Là, dans le cas d'un Parfait Inconnu, c'est vraiment d'une tradition, d'une musique qui est prête à disparaître parce qu'il n'y a que 3 personnes dans le monde qui font ces musiques-là, grosso modo. Et puis, voilà, une nouvelle génération. Et on a une figure, un électron libre, c'est clairement ça, qui a un pied dans une génération, un pied dans l'autre, en fait. Et il faut choisir presque un camp à un moment. Et évidemment, moi je suis du côté de Mangold et puis du coup d'Elijah Wold qui a écrit le bouquin. Non, tu peux pas. Il faut avoir comme Dylan en fait justement un pied dans la tradition pour connaître les choses et pour pouvoir les transmettre, mais quitte à les transformer. Et la musique folk, c'est clairement ça en fait. La musique folk, c'est quoi? C'est pas juste de faire de la guitare, c'est des choses qu'on transmet, qu'on transforme et qu'on trimballe. Soit, ça c'est une chose. Moi, ce que je voyais, du coup, c'est aussi un rapport à l'actualité, en fait. Donc, à la fois, il y a deux choses. Il y a ces gens qui vont vouloir garder leur petit jardin et dire c'est comme ça et c'est pas autrement.
ils vont se battre. Et on voit aujourd'hui, d'un point de vue culturel, que c'est de plus en plus marqué. C'est-à-dire que chacun a son petit jardin qu'il faut garder. Et puis c'est moi qui l'ai découvert en premier. Et puis il ne faut pas le transformer. Il faut garder mon jardin comme ça. Et ça vaut d'un point de vue culturel comme d'un point de vue politique. C'est troublant de se dire qu'aujourd'hui, ça s'accentue encore comme à l'époque. D'ailleurs, mais aujourd'hui, ça s'accentue. Et plus on accentue en fait ces gardiennages de chapelle, plus les nationalismes d'un point de vue politique, par exemple, s'accentue aussi, quoi. Tu vois, c'est troublant que ça arrive à ce moment-là. Et puis, ces électrons libres, eux qui vont essayer justement d'avoir un pied dans l'un et dans l'autre, vont soit choisir, comme Dylan justement, de s'extraire du monde. C'est ce qu'il a fait. Après 66, du coup, il a pu faire de concerts pendant des années. Tu vois, il a dû faire des choses terribles pour justement s'évacuer. Ou soit, du coup, tu es évacué directement en fait, dans la culture de masse, qui n'a plus aucun poids en fait, dans aucun domaine, ni culturel, ni sociétal, ni politique en fait. Et c'est troublant de voir, et c'est exactement le moment qui est représenté par Un parfait inconnu, soit voilà, le choix que tu as à faire grosso modo, quoi. Et si tu cherches à tout prix à garder ton petit pré et à voilà, c'est de la folk, c'est comme ça, c'est pas autrement, bah, du coup, tu es obligé de t'isoler. Et puis, chacun va faire son petit truc. Et ce qui est raconté dans le bouquin d'Elijah Wood, par exemple, par rapport à la folk, c'est qu'à un moment, en 64, 65, justement, bah, la folk, il a fallu la faire évoluer. C'est plus de la folk rock, c'est de la folk machin. Et donc, chacun, après, va faire son petit truc et va se séparer des uns des autres. Mais il va falloir se défendre. Et ça vaut pour moi d'un point de vue culturel comme d'un point de vue politique, et de le sortir aujourd'hui, qui est Un parfait inconnu, ce film-là qui évoque ce sujet-là qui n'avait jamais été vraiment évoqué au cinéma à ma connaissance. On avait pu évoquer Greenwich Village dans les années 60, il y a eu des films là-dessus, de Mazurski par exemple, il a montré ça un petit peu, il y a eu des films, mais par contre c'était pas vraiment sous cet angle-là, et là de sortir ça aujourd'hui, ça a un impact aussi à ce niveau-là, je pense. Oui, non, mais ça m'évoque plein de choses que tu dis, mais j'avais pas réfléchi au fait à la dimension. Si on le côté un petit peu moderniste de Dylan après un moment, parce que je sais que moi j'avais vachement lu Le Mans 66 comme une parabole d'Hollywood, quoi. Et si j'applique la même chose à Un parfait inconnu, tu te dis putain, c'est vraiment le truc, si on électrifie la musique folk, c'est comme basculer de l'analogique au numérique, c'est-à-dire on accepte tous les effets spéciaux numériques. Moi je suis assez persuadé par exemple qu'il y a qu'il y a de l'IA dans la voix de Chalamet. Je pense. Mais évidemment, il y a un côté très réactionnaire et ce n'est pas du tout bonne presse de dire qu'on utilise de l'effet spécial numérique. Ce n'est blindé, Un parfait inconnu. Oui, non, mais ça m'étonnerait pas que voilà, il y en ait beaucoup et que c'est impossible de le dire et que ça puisse parler de ça. Mais ceci dit, voilà, pour ça c'est vraiment l'anecdote, et puis je suis pas du tout documenté là-dessus. Après, il a eu le même coach vocal que l'acteur qui a fait Elvis. Oui. Ouais. Et il en fait pas des caisses. Oui, non, mais après moi j'aime beaucoup. C'est pas le truc. Par contre, il y a un autre truc parce que moi ce sujet profond qui serait la fiction, du coup Un parfait inconnu, pour reprendre un peu ce que tu disais au début en disant ça raconte une histoire, et qu'est-ce que ça raconte, c'est ce conflit entre les anciens et les modernes. Moi il y a un truc qui me fascine un peu dans le film, c'est que moi de conflit je n'en vois pas trop, si tu veux, quoi. Et en fait je trouve le film vraiment hyper captivant. Mais à un moment, je me disais, c'est incroyable, il n'y a pas de personnage adjuvant. Enfin, il n'y a pas d'antagoniste. Il n'y a pas d'antagoniste. À la fin, j'étais presque déçu que Alan Lomax devienne complètement taré. Et tu dis, bon, je ne connais pas trop l'histoire, mais à mon avis, c'est quand même pas cool, quoi. C'est pas lui qui a présenté Et en plus Dylan, de ça, tu me disais que c'est pas vrai. Mais ceci dit, je me dis, putain, c'est quand même un peu chaud. Et puis, tu as un grand climax du film où tu dis, il a fallu vraiment accentuer ce côté très dramaturgique pour montrer, pour créer un enjeu dramaturgique et faire un climax. Alors, du coup, il avait montré justement dans I'm Not There, cette séquence avait été montrée et les guitares avaient été remplacées par des fusils, tu vois. Oui. Public, mais ceci dit, voilà, ça, on parle vraiment de la toute fin du film, d'un film qui dure 2h20, je crois. Et moi, j'ai l'impression que même ce conflit-là
n'est pas traité de façon à la hollywoodienne classique. C'est-à-dire que je saurais même pas dire sur quoi le film tient. Je le trouve captivant, mais c'est un film que je trouve hyper étonnant, parce que je lui dis, il ne carbure qu'à la fascination qu'on peut avoir par le personnage, probablement aussi à son rapport avec la personnage existante, quoi, ou nous avec ce hors-champ du Bob Dylan qui existe. Mais en tant que film, dramaturgiquement, il n'y a pas de conflit. Enfin, c'est pas comme The Walk the Line où tu sens que le mec, la vie contre son privée, histoire. la vie privée, puis la vie de Il lutte star. contre les regards. Là, il lutte contre les Oui, il y a regards ce en fait truc-là. En fait, constamment. il carbure à quelque chose, probablement à la lutte contre les regards, de ça, mais c'est quand même une motivation dramaturgique Malgré tout, relativement et ça tient. relativement Pendant rare. 2 heures, je suis d'accord Ouais, et avec ça toi. tient- Moi, ça pendant tient 2h20, vraiment. j'étais Ouais. captivé en fait, et j'étais curieux de voir ce qu'allait se Oui, passer oui, après. oui, oui. Et ce qui Il est- arrive quand même à captiver sur un enjeu dramaturgique qui est presque conceptuel. Moi, en fait. je me posais la question quand même de est-ce que c'est rapport à mon fanatisme pour Bob Non, parce Dylan que c'est un film qui marche et, à fond. et voilà, c'est ce que je me suis dit. Moi, et j'étais Mm. entouré aussi de. Et c'est ça que j'ai pas dit en fait. Mm. J'étais entouré. J'étais le plus vieux de la salle, je pense, en allant voir le film. Et je me suis dit, je suis ravi, même si. Encore une fois, j'irai jamais réécouter Timothée Chalamet qui chante Bob Dylan. Pour moi, c'est pas. Il a raté quelque chose en même temps qu'il réussit aussi un truc. Je vois j'ai aucune idée de qui aurait pu jouer Bob Dylan. Il le fait bien, une scène sur 2. Il y a une scène où il est un aimant à femme, séducteur, et puis une scène où il est un salaud. Mais en même temps, je me dis, ça colle peut-être avec le personnage de. Bref, ce que je voulais dire, c'est que en effet, il y a pas de conflit, même en termes de récit, c'est quand même super lâche, on va dire. Et voilà, Mangold évoquait Robert Altman Ça pour ça. m'étonne pas. Toute la relation triangulaire qu'il y a entre Fanning, Voilà. John Baez et puis Chalamet, elle est hyper belle, parce qu'en fait, tu sais même pas ce qui se passe dans le regard même de Dakota Fanning. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais pas. Enfin, Non, tu c'est vois Elle très bien est que Fanning. elle est Fanning. Tu sais même pas. Enfin, tu peux deviner que voilà, on sent que la personne avec qui elle a une relation lui échappe parce qu'il devient une sorte de figure publique. Voilà. Mais tout ça, c'est vraiment que un truc de mise en scène, quoi. Oui. C'est pas. Il y a c'est pas pas de sorti d'un truc conflit, il psychologique n'y a et tout ça. pas du Lui, c'est un romanesque. personnage complètement de page blanche. Et c'est pour ça que qui- moi, qui- ça me qui fait est très penser, étonnante, encore ouais. une fois, j'y reviens, à Laurence d'Arabie, Ouais. en fait, et à ces personnages fascinants, mystérieux. Et c'est vrai que ça reste, et c'est un truc qui a été consolidé aussi, tu vois, dernièrement, le documentaire de Scorsese sur la Rolling Thunder Review. J'y étais parvenu. Je sais que j'avais pas du tout aimé quand c'était sorti. J'avais une grosse frustration, je pense, du fait que je n'avais pas pu profiter en fait des archives. Tu vois, je pense que à un moment j'aurais aimé avoir le film de Scorsese et un film de Peter Jackson en même temps, comme il avait fait pour Get Back. Tu vois. Eh ben, je sais, mais en fait, très honnêtement, je serais ravi que Peter Jackson mette son nez dans des archives de Bob Dylan et que je puisse Sur juste YouTube, il y a le Don't Look Back en couleur. oui, non, mais profiter en fait des archives de la Rolling Thunder Review, qui est pour moi l'un des moments les plus extraordinaires de l'histoire de la musique des 100 dernières années. Enfin, c'est pour moi extraordinaire. Et du coup, j'étais frustré que Scorsese ait accès aux archives et puis en fait fasse n'importe quoi avec. Moi, j'ai vu ça à un moment. Il a fait n'importe quoi avec. Ce n'importe quoi, c'était justement ce projet de Dylan de dire mais et c'est on s'en fout de ce qui s'est vraiment passé. On va raconter une histoire. Il faut raconter une histoire. Et c'est ce qui se passe depuis toujours. Et c'est pour ça que ce personnage me fascine parce que il est c'est un promoteur de la fiction, mais une fiction qui raconte quelque chose qui symbolise en fait soit un événement ou un sentiment. Et là par exemple ce film, je pense que Mangold il a compris vraiment ce projet là de Dylan, ce projet que Dylan a depuis 70 ans
maintenant de créer quelque chose. Et l'important, c'est quoi? C'est pas justement ce que va penser une personne, c'est vraiment le propos de Dylan depuis qu'il a 20 ans. Et c'est le propos du... On s'en fout de savoir ce que lui, il va penser de tel ou tel incident, tel ou tel truc politique, machin. On s'en fout. T'es assez grand pour penser par toi-même. T'as pas besoin de quelqu'un pour te dire ce que tu dois penser. Moi, j'essaye de faire de la... C'est horrible ce que je veux dire, mais je fais de la poésie, de la musique, en fait, et c'est ça qui m'importe. Lui, c'est ça qu'il dit. Ce qui m'importe, c'est de faire de la musique et de la poésie et d'exprimer ce que moi je pense. Mais c'est pas parce que moi je pense un truc que tu dois me suivre. Il a toujours refusé ça, et je pense que Mangold a tout à fait compris ça, et c'est ce que représente le film aussi. C'est-à-dire, justement, et c'est comme ça que le film se termine d'ailleurs. C'est voilà, il a réussi à faire comprendre, en tout cas aux spectateurs, pas aux gens, parce que du coup il a galéré après Dylan, et j'invite tout le monde encore une fois à lire les chroniques de Dylan, parce que il évoque le calvaire qu'il a vécu après pendant 10 ans, où les gens allaient chez lui, pénétraient chez lui. Il a dû déménager je sais pas combien de fois, parce que les gens rentraient chez lui. Dites-moi ce que je dois, c'est quoi et voilà, non, je fais de la musique, bordel de merde, laissez-moi tranquille, bande de cons. Grosso modo, c'était ça. Et il a fait tout pour que les gens qui le pensaient comme une figure importante de le Messie, voilà, le prophète, non. Donc je vais faire un film de Peckinpah, je vais enregistrer des chansons de merde, mais en même temps c'est génial. Enfin, son album qu'il aime le moins, franchement, Self-Portrait, écoutez-le, c'est génial. Et lui, il considère que c'est de la merde parce que c'était des vieilles chansons, machin. C'est génial. Écoutez ça. Mais voilà, pendant 10 ans, il a fait ça, et puis à la fin, il fait des... J'adore ce bonhomme, je le dirai jamais assez, et je pense qu'en fait, il a trouvé un petit... il a trouvé le bon angle, au-delà du mystère que pouvait montrer Todd Haynes avec I'm Not There. Là, Mangold, il a trouvé cette figure qui, en effet, est entre les deux, entre cette vieille garde et ce contemporain, et cette figure d'électron libre qui devrait correspondre justement à ce qu'il l'a trouvé. Il nous reste 5 minutes. Ah ouais. Et pendant ces 5 minutes, on va pouvoir évoquer, et ça suffira largement, je pense, le dernier film réalisé par Mel Gibson. Je pensais pas dire ça, tu vois, quand en 2006 sort Apocalypto et que je suis extasié parce que je viens de voir. Quand en 2015 sort, je rappelle que Parfait Inconnu est disponible au cinéma partout, allez le voir, c'est vraiment, ça vaut le coup. Et puis pour tous ceux qui connaissent pas Bob Dylan, moi je suis ravi aussi, je l'ai pas dit d'ailleurs, je suis ravi quand même que toute une nouvelle génération découvre Bob Dylan via Timothée Chalamet, et rien que ça, en fait, on joue encore justement sur ce conflit entre les générations, et là c'est un geste presque brillant quand même. Et donc voilà, tous les gens qui n'avaient jamais entendu parler de Bob Dylan, qui ont 16 ans, parce qu'il y a Timothée Chalamet, ils vont voir le film et hop, paf, on leur fout ça dans la gueule, c'est cool. Donc Mel Gibson, ça fait quand même 10 ans qu'il fait n'importe quoi. Il joue dans des films de merde qui n'ont aucun intérêt. C'est Dragged Across Concrete, quand même. C'est le dernier bon film, ça date de quand ça? D'il y a 6 ans. Moins de 10 ans, en tout cas. 6 ans. Mais c'est le dernier bon film qu'il a pu faire, dans lequel il a pu jouer. Mais à côté de ça, il en a fait 15 ou 20 qui sont vraiment lamentables. Enfin, même Étienne ne les regarde plus. Ah non, les derniers, je les ai pas finis, c'était vraiment nul. C'était pire que du Bruce Willis, vraiment, c'était lamentable. Donc j'étais très inquiet. Et malgré ça, de temps en temps, il fait des interviews pour évoquer ses projets, notamment La Passion 2, la suite de La Passion du Christ. La façon dont il évoque le projet, je me dis putain, ça va être dingue. C'est-à-dire que quelqu'un lui demande, je l'avais déjà dit, mais qu'est-ce que vous allez raconter sur la résurrection du Christ? Il s'est rien passé, quoi. Bah si, il a passé 3 jours en enfer. On va montrer ça. Voilà. Tu te dis putain, Mel Gibson qui montre 3 jours du Christ en enfer. Tu te dis oui. Vu le climat actuel, ça va être un moment médiatique un peu tendax. Voilà, mais bon, voilà. Donc j'étais plus que circonspect quand même, et la sortie française et américaine d'ailleurs s'est faite en catimini, quand même, sur le dernier mais le film film. marche très bien.
Aux États-Unis. Aux États-Unis, mais Mm. pas en France. Et puis sans doute que sur des plateformes, ça fonctionnera aussi très bien en France. Les gens vont pas se déplacer pour le voir. Donc, dernier film de Mel Gibson, coproduit quand même par lui et puis par la société Icon. Donc, c'est pas juste parce que c'était pas le cas, je crois, pour Tu ne tueras point, qui était un très grand film, un des plus grands films des 10 dernières années. D'ailleurs, Tu ne tueras point, faut vraiment voir ça, c'est génial. Et là, c'est un scénario qui traînait depuis quelques années quand même dans les tiroirs des studios. Clairement, personne Scénario n'avait de la envie blacklist, de... a Voilà. priori. Clairement, personne n'avait envie de mettre de l'argent là-dedans. Film voilà, qui se passe principalement dans le cockpit d'un petit avion en Alaska où une agente du FBI doit transporter un prisonnier et le pilote, en fait, c'est pas un vrai pilote, c'est un tueur qui veut lui faire du mal et ils vont se confronter tous les trois et se foutre sur la gueule tous les trois pendant 1 heure. Ça aurait pu être... c'est pas nul. Et je vais pas non plus... C'est pas mauvais et je vais m'arrêter là-dessus. D'ailleurs, c'est la seule chose que j'ai à dire en fait sur ce film, c'est que en effet, c'est bien fait. Ça, on sent bien, c'est une série B faite avec peu de moyens et c'est bien fait pour ce que c'est. Sauf que c'est pas ce que j'attends d'un film Mel Gibson, c'est pas ce que je veux voir quand je vais voir un film réalisé par Mel Gibson. Et que ça n'a aucun intérêt et que c'est la première fois que je vois un film de Mel Gibson et que je me dis j'ai pas envie de le revoir. Bah, c'est un en peu fait. comme si Mel Gibson, c'est un peu comme Kubrick, hein. Il fait un film tous les 10 ans, donc tu peux pas enchaîner 2001 Odyssey de l'espace, Eyes Wide Shut et puis après un épisode d'Equalizer, quoi. C'est pas possible. Non, Donc voilà, moi je l'ai même pas vu, mais surtout pour des non, contingences mais matérielles. franchement, Mais c'est vrai que t'as pas envie de le voir. Et voilà, Mm. moi, en le voyant, je me disais clairement, j'imagine tout à fait les discussions dans les boîtes de production. Écoute, Mel, tu nous fais ce film-là avec ce budget-là qui est dérisoire. Et du coup, on se trouve avec des plans numériques qui sont abominables, vraiment, qui sont dignes de ce pire plan de Titanic sur le bateau. Tu sais, où tu vois les gens qui marchent comme des Sims. Et ben voilà, on a un plan exactement pareil 30 ans plus tard dans un film de Mel Gibson. C'est scandaleux. Et donc voilà, tu fais ton truc, tu choques personne, tu déranges personne, tu perds pas d'argent, tu nous montres que tu es capable de faire ce machin-là et tu pourras faire L'Arme Fatale 5 et La Passion du Christ 2. Ok, d'accord, je vais vous le faire. Et donc, paf, en un mois, il torche le machin. C'est pas mauvais, c'est très bien fait. À aucun moment, tu te dis c'est absurde ou c'est grotesque ou c'est vraiment un nanar. Non, ça fonctionne bien, c'est bien foutu. Ça se regarde, ça dure qu'1h30, tout ça, machin. Mais ça n'a strictement aucun intérêt. Et mis à part un plan un peu cracra où j'ai fait ouh parce que voilà, il se pète le pouce pour retirer des menottes et il s'arrache la peau. Tu dis ah tiens, un plan gore, ça pourrait être du Mel Gibson, mais bon, ça c'est un truc que tu peux voir sur Netflix à n'importe quel moment. Donc voilà, c'est un film qui n'a strictement aucun intérêt. Donc je suis sorti de la salle en colère en me disant bah voilà, c'est un peu comme si j'avais été trompé. Je me suis senti cocu en fait. Il aurait mieux fait de le garder pour lui, de le montrer à ses producteurs, que ça sorte pas chez nous, plutôt que je me déplace pour voir ce film sur grand écran. Ça n'avait strictement aucun intérêt. Donc il a plutôt intérêt à se sortir les doigts pour son prochain, parce que sinon, l'émission qu'on avait prévue pour dire du mal de Mel Gibson, je la ferai quoi. Aïe, 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 aïe. Il est temps C'est la fin de d'un cycle, se tout ça. quitter. C'est terrible de terminer là-dessus. Non, j'avais pas envie Peut-être que de... dans un Hollywood démocrate, Mel Gibson faisait des bons films, mais maintenant que tout est devenu Non. républicain, ça Mais va c'est être à ça. chier. Donc ça me fait mal au cul de dire tout ça. Mais bon, c'est fini. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission sur le site de Canapé. Et je vous invite quand même à écouter l'intégrale de la discographie de Bob Dylan avant d'écouter cette émission ou après. Vous faites-vous plaisir, c'est génial. Et puis, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Canal B et sur tous les sites, les réseaux sociaux que le docteur utilise. Les liens, ils seront là, paf, paf. Vous pouvez voir tout ça sur YouTube, tout ça. Merci, Antonin. Chez Zuckerberg et Elon Musk. Voilà, Ouais. merci à eux de nous héberger. Heureusement qu'ils sont là. On se retrouve très bientôt. Merci. Ciao. Des bisous. Ande benagi kasoi tua. Takogeat de Spesgini Garo? Non keneron pyres! Medvin
que Villeres, oh Franquis!